Alors les scalps vont être récurrents, mais uniquement à la fin du XIXe siècle. Alors beaucoup de chercheurs se sont disputés sur cette thématique-là pour savoir si c'était une pratique indienne ou est-ce que c'était une pratique européenne qui a été adoptée par la suite par les Indiens. Alors, d'habitude, en fait, les guerres entre Indiens, ce ne sont pas des guerres pour faire des morts, ce sont des guerres pour faire du vol, pour enlever, pourquoi pas, une femme, un enfant, mais donc le but n'est pas de tuer. Donc on avait des armes, on avait des arcs, des flèches, on avait des casse-têtes, mais généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on portait un coup. Donc il y a un terme qui s'appelle d'ailleurs counting cows, on est valeureux parce qu'on a tapé l'ennemi, on ne l'a pas tué, on lui a donné un coup. Donc le but n'était pas de le tuer, mais bien de l'assommer ou de montrer qu'on était supérieur, voire de voler. Alors le scalp, on pense que, ça c'est les dernières théories qui sont à mon avis les plus valables, c'est que le scalp est une introduction européenne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une grande quantité d'Occidentaux qui veulent se débarrasser des Indiens. Et comment se débarrasser des Indiens? En les tuant, très simplement. Et certaines personnes offraient de l'argent par Indien tué. On disait à l'époque un bon Indien est un Indien mort. Et pour savoir qu'on avait tué quelqu'un, il fallait apporter la preuve de l'avoir tué. Alors la preuve, ça pouvait être le corps entier, mais c'est quand même long et pénible à charger. Et donc, on prenait le scalp, on découpait véritablement la peau pour enlever la chevelure. Et en fait, on va apporter le scalp en disant, ben voilà, je l'ai tué, regardez, j'ai son scalp. Et on pense que non, après, les Indiens se sont vengés et ont fait exactement la même chose pour faire la réciproque de cette pratique européenne. Et donc, actuellement, on pense que c'est les Européens qui ont commencé et les Indiens qui ont suivi pour pouvoir eux aussi rivaliser en quelque sorte dans cette rue. Alors, les chevaux, il faut aussi changer cette image. On vous présente souvent l'Indien comme quelqu'un de sauvage qui utilise le cheval de manière un peu sauvage, sans selle. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, effectivement, on pouvait monter à cru dans certaines occasions, notamment lorsqu'on va voler un cheval, on va commencer à lui mettre une selle. Mais très très vite, les pros, notamment, vont faire des selles sur les modèles espagnols, notamment. On va mettre des couvertures sur ces chevaux, on va avoir des étriers, on va avoir des cravaches. Donc on aura vraiment tout le matériel de l'équitation en règle générale. Et donc il faut aussi imaginer que ces gens sont parfaitement équipés pour faire une monte très longue. Et donc ça n'a rien à voir avec ces images que l'on a du gars qui part à cru et qui tient juste le crâne de cheval pour se maintenir dessus. Il y a vraiment tout un harnachement qui est développé dès le milieu du XIXe siècle. On retrouve ces attaches. Alors vrai, il faut, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça va dépendre de la population dans laquelle on se trouve. Alors ici, on a des masques, effectivement, ce sont des masques iroquois, c'est ce qu'on appelle des false faces, des faux visages, la société des faux visages. On en a d'autres qui sont en épis de maïs, qui sont dans des feuilles de maïs, et ils ne sont pas du tout pour la même chose. Et ce ne sont pas forcément les mêmes chamans qui vont porter ces masques. Donc ceux-là sont liés aux moissons, donc ils ont généralement une bouche proéminente parce qu'ils apportent le souffle chaud du printemps qui arrive et qui vont permettre les moissons. Ici, ce sont des masques qui sont sculptés dans un bois et ne seront puissants et sacrés que si on le détache, si on le sculpte dans l'arbre et qu'on le détache et que l'arbre continue à vivre par la suite. Alors ce qui est important, c'est souvent les couleurs qui sont rouges ou noires et l'importance de la cendre. Donc ce sont c'est lié à une mythologie d'êtres maléfiques, de jumeaux qui se battent. Et il y en a un qui veut faire le bien pour l'humanité et l'autre pas. Il y a une bagarre qui s'ensuit. Ils sont géants, ils se tapent dessus. Il y en a un qui se fait écraser la tête contre une montagne, et ce qui fait que ça lui déforme le visage. Mais il finit par gagner et apporter les bienfaits à la population iroquoise, notamment la guérison. Et donc ce sont des masques qui rappellent ce moment-là. Et donc on va venir danser auprès du malade avec des hochets comme des hochets en tortue par exemple, et on va chasser. Donc le but est de faire peur à la maladie et donc d'avoir des masques effrayants. Mais ça c'est typique des Iroquois.
Chez les Indiens des plaines, qui sont justement représentés dans Lucky Luke par exemple, il n'y a pas de masque connu. Il existe des coiffes avec des corps de bison, mais qui sont faites pour un rituel, une danse, qui va faire apparaître le troupeau de bisons. On trouve des masques dans le sud-ouest. Là où on a parlé des Kachina, il existait des hommes qui se déguisaient dans ces esprits Kachina et qui mettaient ces masques. Mais là, ce ne sont pas des chamans qui portent ces masques, mais c'est bien une manière rituelle de recomposer le mythe. Donc le masque a plusieurs fonctions, n'est pas forcément lié au chamanisme. Et encore une fois, ce chamanisme étant différent d'une région à une autre, eh bien, n'est pas systématiquement accompagné d'un masque. Alors le problème justement de ce totem, c'est que c'est une erreur monumentale et qui est reprise à peu près dans toutes les bandes dessinées parce que c'est quelque chose d'emblématique. Alors ce qui existait dans la plupart des populations justement des plaines, qui est celle que l'on voit le plus souvent, c'est juste un poteau qui se trouvait au centre et autour duquel on pouvait danser. Et parfois, à certaines occasions, on pouvait accrocher un prisonnier. Mais c'est vraiment très très anecdotique. Alors, ceci, c'est pas, en fait, on n'appelle pas ça d'ailleurs un totem, mais un mât totémique. Pourquoi? Parce que totem est un mot algonquin, dont la plupart des mots de vocabulaire on en a parlé, et qui veut dire qui est en relation, qui est de la même parenté que moi. Donc ça ne veut rien dire si on dit juste totem. En fait, c'est un mât totémique dans le sens où c'est un tronc, un poteau qui est sculpté et qui représente des éléments de la vie de la famille. Ça veut dire qu'on a plusieurs types de mâts totémiques. On a des mâts totémiques comme ceci qui concernent un village et qui va donner des informations sur l'entièreté du village. On a des mâts totémiques qui sont des mâts qui sont funéraires, au-dessus duquel on va mettre une boîte et les cendres de la personne vivante. Et alors on a des poteaux de maison qui sont collés contre la maison et qui renseignent sur les personnes qui vivent dans cette maison. Et donc on va avoir différents personnages ou animaux qui vont décrire en somme les faits et gestes réels ou mythiques de cette famille qui nous renseigne donc sur cette, soit le village, soit la famille. Donc ici, c'est en fait une femme cannibale qui est en fait un mât totémique qui est lié à une société secrète qui est liée au cannibalisme. Et donc en fait c'est une manière, c'est un peu le père Fouettard des populations de la côte nord-ouest, c'est-à-dire qu'on disait aux enfants que s'ils allaient dans la forêt et qu'ils n'étaient pas gentils, ils risquaient d'être attrapés par la femme cannibale. Alors il faut bien aussi se dire que le mât totémique est spécifique à une région qui est la côte nord-ouest, c'est-à-dire l'État de Washington, un peu l'Oregon, mais surtout la Colombie-Britannique, une partie de l'Alaska. Donc c'est vraiment la frange côtière du Pacifique Nord. Et on ne trouve pas ce type de mât ailleurs que dans cette région. Donc c'est une aberration de voir ces mâts chez Astérix, parfois sur la côte est, chez Lucky Luke dans les plaines. C'est vraiment spécifique à une région et ce n'est pas quelque chose qui est commun à l'ensemble des populations. Donc on a toujours cette image du calumet de la paix, effectivement, alors il existe, mais on ne le déterrait pas comme la hache. Mais par contre, effectivement, il y avait tout un rituel qui était mené par rapport à ces objets. Donc on le voit ici dans la vitrine aussi, la hampe est séparée du fourneau. Donc on ne les assemble symboliquement que dans les moments sacrés. Le reste du temps, on les emballait dans des sacs à pipe que l'on va conserver bien à l'abri et donc que l'on ne sort véritablement qu'à des moments importants. Alors, le moment important, ça peut être le début d'une guerre, ça peut être pour conclure un acte de paix par exemple, d'où cette dénomination de calumet de la paix. Mais en fait, on faisait ça lors de n'importe quel traité. Les Blancs ont été marqués justement par ce traité de paix qui était signé de cette manière. En réalité, on assemblait du bois, qui est donc un arbre qui va vers le ciel. On allume un fourneau qui est en pierre, qui est la pierre qui vient de la terre, et on va allumer du tabac qui vient de la terre. Et donc on lie les trois mondes. Et ce tabac qu'on va fumer va monter vers le ciel et va donc être vu et respiré par l'ensemble des esprits. En réalité, c'est une manière, et on va présenter
D'ailleurs, ce calumet, quand on l'aura allumé, on va le présenter aux 4 directions, hein, sud, ouest, est, mais aussi à la terre et au ciel. Et donc, c'est une manière de montrer que l'accord est globalement, vraiment accepté par tous les esprits. En ce qui concerne la hache de guerre, c'est ça, déjà, le terme est bizarre parce qu'il n'y a pas de hache à l'époque, il y avait des casse-têtes. La hache est plutôt d'un type européen. On a un cas ici, c'est une hache en métal. Vous ne connaissez pas la métallurgie de ce type-là, donc c'est quelque chose de très tardif. Et donc, c'était symbolique, effectivement, il existait un outil, une arme, que l'on va déterrer, c'est-à-dire qu'on ne va pas la faire. Elle n'a pas vraiment été enterrée, parce que le problème, c'est que ces populations socio-nomades, elles bougent beaucoup. Si on l'enterre, on n'est pas sûr de la retrouver. Donc ça veut dire qu'on la cache en réalité, et on ne sort les arbres qu'au moment de la guerre. Donc on utilise des outils qui sont en fait pas que des outils pour nous, ce ne sont pas des outils, mais pour eux, ils sont aussi liés à une symbolique, et donc on va les utiliser et les sortir comme moment bien précis de cette symbolique et de l'usage de cette symbolique.